Nous sommes dans les dernières heures de Gimel Tammuz et le fait qu'on s'assoit ensemble et qu'on se réunit ensemble, c'est pour célébrer le Yortzeit et l'Oula du Rabbi. Et en réalité, on respecte exactement ce que le Rabbi a demandé. C'est que c'est parmi les enseignements que le Rabbi il a demandé à la suite de la disparition du Rabbi précédent du Shvat. Il a demandé que ce jour-là soit consacré à l'étude, à se renforcer dans les mitzvot et surtout de transmettre le message autour de nous, la qualité du Rabbi, le Rabbi précédent et le Rabbi maintenant. Nous aussi on fait la même chose, c'est de comprendre et de diffuser la force de l'enseignement du Rabbi. Et comme on se réunit tous les ans, et tous les ans on se remet en question, une année est passée, deuxième année est passée, alors il faut savoir que quand on commence à fabriquer ce soir, le Rabbi il avait l'habitude de dire que un jour d'Eloula d'un tzaddik, c'est pas un jour de tristesse, c'est un jour que le monde entier doit sentir qu'on monte de niveau. Pour chaque personne qui a entendu ou qui a appris un enseignement du Rabbi ou qui est touché par les enseignements du Rabbi, il comprend cette valeur de ce jour-là. Différent que quand on fait un Yortzeit, quand on célèbre un Yortzeit personnel, on étudie des Mishnayot. Et on étudie les Mishnayot, c'est pour l'élévation de l'âme. Quand on étudie les Mishnayot pour quelqu'un, c'est pour que la personne puisse avoir une élévation. Le Rabbi dit que pour un tzaddik, le Rabbi il explique, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est quand on a étudié aujourd'hui les Mishnayot, c'est pour que nous on soit élevés, que nous on soit montés de niveau. Parce qu'un tzaddik, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans le Eina Menucha, que les tzaddiks ils n'ont pas de repos, et que toujours ils sont dans une situation d'inspiration, toujours ils pensent à tous leurs élèves et au peuple. Et comment on peut connaître qui est attaché et qui a cette qualité, c'est par rapport au travail que le Rabbi a fourni. Et vu qu'on voit tous les jours comment le travail du Rabbi, ça va d'un extrême du monde à un autre extrême du monde. Et une petite parenthèse, à midi, cet après-midi, on m'a demandé de dire quelques mots, de parler 1 heure, c'est pas évident, sur un Zoom, avec l'endroit le plus loin écarté du monde. Profond en Australie, avec 9 heures d'écart, et que là-bas, on a parlé à des Juifs qui étaient réunis ensemble sur l'importance de la grandeur du Rabbi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est que plus on avance, et malgré qu'on ne sait pas pourquoi, et comme le Rabbi il a écrit plusieurs fois dans les lettres, qu'on ne sait pas pourquoi on est encore en Galout, et le Rabbi il a dit ça dans plusieurs fabriques, mais le fait est que vu que chaque chose qui est décidée, c'est la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, on doit savoir, comme le Rabbi il explique, que nous on doit se renforcer dans la situation où nous sommes. Et dans la situation où nous sommes, ça mène la bracha pour tout le monde. Et il faut savoir que chaque fabrique est important. Mais quand c'est un fabrique que le Rabbi a insisté, qu'on est tous réunis ensemble, et qu'on dit le Chaim ensemble, et qu'on espère que la journée qu'on a eue aujourd'hui, elle nous a tous porté une chance, un mérite, une bracha, et surtout pour avoir une atzlacha dans le propre besoin. Et aussi, avoir une bracha, c'est un jour et grâce, c'est les cieux, ils sont ouverts, et qu'on peut demander tout ce qu'on a besoin
Et on voit que des brachot dans le monde entier sont réalisés, que ce soit sur le point de vue personnel ou sur le point de vue communautaire ou familial. Et c'est pour ça que le rabbi il insiste énormément que ces 24 heures, ils sont quelque chose d'extraordinaire et très important dans la mesure que ça devient à combien nous investis dedans. Ça veut dire que c'est des moments extraordinaires qu'on doit savoir qui sont importants dans le calendrier. Il y a encore un point que le rabbi explique par rapport à des autres rabbis, que la kfiout de la semaine est hyper importante. La kfiout de la semaine, ça veut dire de quel jour les choses se passent. Alors vous savez que quand il y a une date hébraïque, ça peut se passer que 4 fois par semaine. N'importe quelle date que vous choisissez, en semaine, elle peut tomber que 4 fois. Il y a 3 jours qu'une date ne peut pas tout se passer. On voit le calendrier, il est fait. On voit que Rosh Hashanah, par exemple, ça ne peut jamais tomber un dimanche, un mercredi ou un vendredi. Lo Adoresh. Après, il y a tous les autres jours de l'année, et c'est la même chose. Et le cycle, il dure 19 ans. Et dans 19 ans, vous avez la veille de Pessah qui tombe Shabbat. Combien de fois il y a? Si je ne me trompe pas, il y a 3 ou 4 fois. Pas plus. Et la kfiout de la Istalkut du Rabbi, c'était aussi un dimanche. Comme cette année. Le Rabbi explique, par rapport à Yud Shvat, par rapport à des autres dates, que la kfiout de la semaine, ça a une importance. Et quand c'est la même kfiout que quand ça a été la première fois, alors ça a une qualité supérieure. Et c'est pour ça que c'est important que déjà cette année, comme il y a 4 ans, que c'était aussi dimanche, et que dimanche, c'est Briat Haolam, c'est le jour que Dieu a créé le monde. Alors c'est sûr et certain qu'on se renforce en disant le Chaim ensemble, en chantant un chant ensemble, un nigun ensemble, ça réveille et ça fait ressentir toutes les bénédictions et tous les brachot qu'on souhaite, et que c'est certain qu'à partir de demain ou à partir d'aujourd'hui, alors les choses ils sont totalement différentes, parce que quand on fait une date, à ce moment-là, la date même, elle compte déjà pour l'année qui vient. Alors que Dieu fasse que tous les brachot se concrétisent et qu'on puisse voir très prochainement la Goula Miti Vashema et le revient à notre tête. C'est l'occasion aussi, selon les enseignements du Rabbi et selon les lettres du Rabbi, on voit que chaque chose qui se passe en Eretz Israël, c'est un miracle. Chaque chose qui se passe en Eretz Israël, c'est un moment de reconnaître la grandeur de Dieu. Et malheureusement, le Rabbi avait plusieurs fois exprimé que malheureusement, on pense que c'est des choses qui sont 2 plus 2, ça fait 4. Mais en réalité, on sait qu'il y a le Hachem et que 2 plus 2, ça fait 5. Et on l'a vu dans les dernières semaines, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, et on a vu que dans les sikhot du Rabbi, quand c'était la guerre de 6 jours, quand c'était la guerre de Golfe, quand c'était la guerre de Kippour, quand c'était l'histoire d'Antébé, qu'Antébé, il y avait toutes les questions de dire si c'était un miracle ou pas un miracle. Et le Rabbi, il a parlé très durement en Fabréguen, en disant comment on peut imaginer que c'est pas un miracle. Comment on peut imaginer qu'on n'a pas besoin de faire la bracha du Gobel. Il y avait comme ça des opinions qui ont dit oui, non, non, oui, le Rabbi a dit qu'il n'y a pas un plus grand miracle qui a eu lieu. La même chose aussi, dans les dernières semaines, selon le Rabbi, et selon l'enseignement du Rabbi, ceux qu'on a vécu en Eretz Israël, alors à ce moment-là, c'est un miracle ouvert. C'est un miracle qui mérite qu'on dise le Chaim ensemble, qu'on me remercie, qu'Hachem a sauvé le peuple juif,
comme le rabbi dit que Dieu y surveille le peuple juif, comme le rabbi l'a dit plusieurs fois dans la guerre du Golfe, qu'il n'y a pas un endroit plus sûr dans le monde. Le rabbi dit clairement qu'il n'y a pas un endroit plus sûr que le monde qui est Israël. Alors c'est ça qui en fait compte, qui est lié, que j'ai vu qu'il y a beaucoup de fabriques qui sont autour de ce Nekuda, de dire que Baruch Hashem, Hodou Hashem, que Dieu il a fait des grands miracles, et les miracles ils continuent tous les jours, et que ça c'est quelque chose qui est lié avec la vision du Rabbi, avec la vision du Rabbi, à combien on voit, tout le monde voit comme nous, qu'on voit dans la presse et dans le monde entier, que chaque fois on rappelle à combien le Rabbi s'est intéressé, à combien le Rabbi a donné du courage, à combien le Rabbi a donné la force aux dirigeants du gouvernement, comment on doit regarder et comment on doit amener, comment on doit faire un cri pour les brachot du Rabbi. Et à tel point que quand on s'est réveillé ce matin, qui est-ce qui montre dans le monde entier qu'il y a un rêve, qu'il y a des brachot, qu'il y a des choses, c'est Dafka un goy, Dafka quelqu'un qui dirige le monde, qui dirige le pays le plus puissant au monde, comme ce Rabbi disait, le plus puissant, et qu'il a écrit une lettre au monde entier en disant qu'il a été chez le Rebbe, il s'est inspiré du Rebbe, que l'enseignement du Rabbi, ça c'est ceux qui l'ont vu, on l'a pas vu, mais c'est une lettre du président Trump, que le président Trump il a écrit une lettre, une page entière à l'occasion de Gimel Tammuz, qu'il a montré, qu'il a dit que lui-même il a été OL, et lui-même il a reçu les bénédictions du Rabbi. Et c'est pour ça que Ein Balanes Makebeniso, le Rabbi l'a dit plusieurs fois, que notre problème, c'est pas qu'on est endormi, que notre problème, c'est que Ein Balanes Makebeniso, ça veut dire que le miraculeux ne se rend pas compte du miracle, que le miraculeux ne se rend pas compte du grandeur du miracle pour remercier Hachem. Et comme le Rabbi l'a dit, que le peuple juif, qu'il soit en Israël ou qu'il soit à l'extérieur d'Israël, on est tous liés. On est un méthode, on est un peuple. Et comme nous, on rajoute dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, le srout, Tosh Eretz Israël, pour le mérite des citoyens d'Eretz Israël, pour le mérite des soldats, alors ça, c'est quelque chose qui rebondissent automatiquement nos prières et nos filotes et rebondissent pour les Juifs en Eretz Israël. Et tout ça, c'est lié parce qu'on est convaincu, on est certain que le jour de Gimel Tammuz, c'est un jour que le Rabbi qui protège non seulement nous, non seulement les pays qui sont calmes, et surtout les pays qui vivent des moments de difficulté, des moments qui vivent des moments difficiles. Et c'est pour ça qu'on va tous dire le Chaim Nosor et qu'on espère que par ça qu'on parle et qu'on répète les paroles du Rabbi, par ça qu'on parle et qu'on répète qu'est-ce que le Rebbe aurait voulu, comme le Rebbe l'a écrit dans une longue lettre, Tafshinun Aleph, au peuple juif à l'époque de Purim, quand la guerre du Golfe s'est arrêtée, t'as combien il faut remercier Dieu. Alors si Dieu veut, par ça qu'on a vu des miracles, on verra encore des miracles, et tout ça c'est grâce au grand jour de Gimel Tammuz, le Chaim, si Dieu veut, on verra que des bonnes choses, et que ça sera calme dans le monde entier, et que la brachot du Rabbi, il se concrétise pour nous tous, le Chaim. Alors, parmi les dernières années que le Rabbi, il a parlé, Yud Shvat, il y a une Echidut, je suis en train de regarder, quelqu'un m'a envoyé, il y a une Echidut du Rabbi, que le Rabbi dit, après Yud Shvat, qu'il y avait des invités, le Rabbi il a dit que l'occasion se présente, qu'on est réunis ensemble, et le but de la réunion, c'est de renforcer, c'était à lendemain du Yud Shvat, de renforcer dans les enseignements du Rabbi précédent, et surtout, le Rabbi dit que dans la Yeshidut, ça veut dire dans les personnes qui sont venues, il y a des personnes qui ont mérité ou de voir le Rabbi précédent, ou de voir des élèves qui ont vu le Rabbi précédent, où ils ont appris l'enseignement du Rabbi. Aujourd'hui, on voit le même message.
qu'aujourd'hui, nous avons un devoir de bilcho. Nous avons le devoir de raconter, de répéter, même si c'est très peu, même si c'est qu'une histoire. Mais c'est quelque chose qui nous inspire pour nous et pour tous ceux qui ont vécu chez le Rabbi. Alors à ce moment-là, c'est presque ordinaire, qu'est-ce que j'ai raconté? On est tous été là-bas. Alors je donne toujours l'image. Pour un Français, il ne va jamais parler avec un collègue sur le musée du Louvre. Tout le monde habite à côté à 5 stations de métro. Personne ne va aller parler à quelqu'un de raconter la beauté de la Tour Eiffel. Mais s'il va aller un jour voyager en Angleterre, il y a 2 heures de train, il va revenir, il va se mettre à raconter tout ce qu'il a vu là-bas. Et le copain lui dit, tu sais, moi aussi j'étais là-bas. Ah, quand j'étais il y a 2 ans, la peinture n'était pas la même. Aujourd'hui, la peinture est différente. Alors je vais te raconter. Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase chassidique qui dit comme ça, et que le rabbin annule cette phrase, que près de l'eau, c'est-à-dire près de la mer, le sable, il est sec. Ça veut dire, c'est une expression en yiddish, Lem Wasser is Sam Trukum. Ça veut dire que quand on est à côté de quelque chose, on n'a plus la sensibilité. Et le rabbi dit bien au contraire, le rabbi explique dans le Sikha, plus tu es proche, plus tu es inspiré. Pourquoi maintenant Galou, ça on ne sait pas. Mais qu'est-ce qui c'est notre devoir? C'est de les garder dans le bincha, d'enseigner autour de soi l'inspiration que le rabbi a donnée. Il y a des familles que tous les semaines, ils enregistrent 2-3 minutes. Une histoire du rabbi, une vidéo du rabbi. Ils racontent ce qu'ils ont vécu. Ils racontent qu'est-ce qu'ils ont eu comme expérience autour du rabbi, dans un fabrique, que ce soit même pas chez le rabbi, mais que ce soit parmi Sidi, une histoire. Et quand on met ça sur un enregistrement, les enfants ils vont voir, les petits-enfants ils vont voir, les arrière-petits-enfants ils vont voir, le temps que Mashiach il vient. Mais au moins l'histoire, elle va rebondir. Ça c'est une sikha du rabbi qui dit qu'on a le devoir de raconter et de répéter à nos enfants ce qu'on a vécu. Moi, j'entends assez souvent des histoires, que l'histoire en elle-même, elle est simple. J'étais chez le rabbi, un monsieur, il vient me voir, cette semaine, chez moi, vu que je ne peux pas trop sortir, il m'a dit, tu sais, il a un certain âge, il a plus de 80 ans, et c'est un vieux voisin, moi, c'est parmi les premiers que j'ai rencontrés il y a 30 et quelques années. Il m'a dit, tu sais, moi, au Maroc, j'ai construit les mikvaot, les loubamis, j'étais plombier, j'étais tout ça, mais je suis resté un vieux célibataire. Mais, un jour, quelqu'un, il m'a dit, viens, on va aller à New York, à 40 ans. Il me raconte comme ça, à 40 ans. Il arrive, et c'est une histoire qui remonte à une quarantaine d'années, un peu plus. Le rabbi ne distribue pas encore les dollars. Et il était chez le rabbi, et il a dit, il voulait une bracha pour se marier. Mais à 40 ans, trouver quelqu'un pour se marier, c'est pas toujours évident. Alors, on l'a dit, tu sais, le rabbi va sortir prier. Et quand le rabbi va sortir prier, tu regardes le rabbi, mais tu fixes ton regard sur le rabbi. Et à l'époque, pour ceux qui savent, le rabbi priait en haut dans la synagogue, et le rabbi, pour des raisons, je ne peux pas dire pourquoi, mais le rabbi, pendant toute la chazara, il était assis face le monde. D'accord? Ça veut dire que tout le monde pouvait le voir, et le rabbi était même gêné de voir tout le monde. Après, ils ont changé le système, mais pendant des années, c'était comme ça.
Le rabbi, parfois, il faisait même avec la main comme ça. C'est pas toujours. Parfois, le rabbi regardait aussi. Et il a dit, il était en face du rabbi. Quelqu'un a dit, vous regardez bien. Et le rabbi va vous regarder aussi. Et certainement, si vous allez bien penser, certainement, quelqu'un qui a bien préparé. Il m'a dit, écoute, qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas, dès que je suis sorti chez le rabbi, quelques mois plus tard, je me suis fiancé, je me suis marié, j'ai eu 4 garçons, j'ai une belle famille, je connais la famille, je connais lui-même, je connais tout le monde. Mais c'est une histoire que un juif, il a voulu une bracha, il est venu, il a reçu sa bracha. Et il y a comme ça des dizaines d'histoires. Aujourd'hui, j'étais en contact avec quelqu'un, elle m'a dit, vous savez, moi j'étais chez le rabbi, j'avais 15 ans. 15 ans. Elle a mérité de rentrer chez le rabbi tout seul, dans les fins des années 70. Et elle a demandé au rabbi qu'elle veut changer d'école. Elle a demandé au rabbi qu'elle veut aussi un nouveau prénom hébraïque. Sur le premier prénom, sur l'histoire du prénom, le rabbi lui a changé, lui a donné son nom. Et sur la demande de l'école, elle n'a pas reçu. On a dit que tu ne demandes rien. Tu as écrit, tu as demandé, tu n'as rien écrit. Elle est sortie, elle a dit ça a duré très longtemps. J'ai reçu que des bénédictions et le changement de nom, mais pas le changement d'école. Mais en réalité, elle n'avait pas précisé, mais que les parents n'étaient pas d'accord. Les parents n'étaient pas d'accord qu'elle change d'école. Et le fait que le rabbi ne l'a pas répondu, elle a compris le message. De toute façon, ici, il y a des dizaines de juifs qui ont été bénis par des bénédictions du rabbi, par des brachot du rabbi. Et le rabbi dit que c'est un devoir de tous ceux qui ont vécu des histoires, tous ceux qui ont eu des expériences, tous ceux qui ont vécu des brachot, c'est un devoir de raconter ça à nos enfants, de prendre les dollars du rabbi qu'on a reçus et de les donner aux enfants, aux petits-enfants, qu'ils puissent avoir quelque chose avec eux, qu'ils puissent avoir, voilà, qu'est-ce qu'on a tous aujourd'hui, c'est un portable. Dans le portable, il y a un dollar du rabbi, ou que ce soit dans le portefeuille, il y a quelque chose qui nous amène à une bénédiction pour qu'on puisse avoir. Alors, ceux qui ont dans les familles des dollars, c'est évident que c'est facile. Ceux qui n'ont pas, c'est un peu plus difficile. Mais surtout, c'est qu'on doit savoir que la bracha du rabbi, c'est quelque chose qui nous accompagne jusqu'aujourd'hui. Et quand on raconte aux enfants, et on raconte aux enfants comme ils font Jem et les autres, là c'est déjà beaucoup plus professionnel, quand on raconte aux enfants, qu'est-ce que le rabbi il a amené comme brachot, qu'est-ce que le rabbi il a amené comme bénédiction, ça c'est quelque chose qui nous amène énormément de bénédictions et de brachot à nous tous. Et c'est pour ça que le message ce soir, à part ça, que c'est déjà encore un an, alors c'est sûr qu'on voit des brachot du rabbi qui sont extraordinaires. À part ça qu'on a parlé, que cette année c'est la même fille, alors c'est dimanche, il y a Rishon, et que le rabbi donne une importance à ça. Il y a aussi, comme on a vu, que j'ai lu j'ai étudié dans la Sira du rabbi, que le rabbi demande que chacun qui a vécu, que chacun qui a étudié, que chacun qui a raconté, ou que chacun il a appris quelque chose, ça donne la possibilité faut en faire en sorte de transmettre aux enfants, de mettre par écrit, de mettre par témoignage vocal, qu'au moins les enfants ils puissent savoir, et que si c'est des choses qui concernent la communauté, ils puissent tous en profiter avec beaucoup de bénédictions et de brachot. Et encore un point qui est important, c'est que le inyan aussi que c'est très important. À part ça, bon, on va parler tout à l'heure, on va chanter d'abord Adam Chaim. Le coup que je voulais partager est très important. Quand le rabbi explique dans les fabriques que on parle d'Iskashut. Iskashut, ça veut dire, le rabbi explique, surtout après Yud Shvat, dans les sikhot du rabbi, dans les lettres du rabbi, on parle d'Iskashut. Iskashut, ça veut dire quoi? Ça vient de, comme c'est écrit dans Tanya,
Iskashut, ça veut dire l'attachement. Attachement à un tzaddik, c'est pour que les bénédictions puissent venir. Il y a écrit que c'est une mitzvah de s'attacher à un tzaddik et de suivre ses conseils. Parce que le tzaddik, il sait qu'est-ce que j'ai besoin, et le tzaddik, il sait comment je vais atteindre le niveau le plus haut. Ça a toujours été, comme c'est expliqué dans Chassidut, que le dernier maman du Rabbi Baat de Tzaver, que qu'on doit amener l'huile que Aaron la Cohen il va allumer. Chez qui on doit l'amener? Chez Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu il va transmettre l'huile à Aaron, qu'Aaron il allume. Pourquoi on a eu besoin de faire cette intervention dans ce sens? Les réponses, elles sont parce que Moshe Rabbeinu, il a les moyens d'approcher chaque juif vers la lumière. Et le Rabbi il explique très longuement dans le Maimer, qui sont 12 paragraphes, l'importance des Iskashut, l'importance d'attachement chez un tzaddik. Et quand on se pose la question, c'est quoi Iskashut? On a appris dans un petit Ayom Yom la semaine dernière que Iskashut, c'est très simple. C'est simple et pas simple. C'est étudier les sikhot du Rabbi, respecter pour les mamarim, respecter les enseignements et les ordres que le Rabbi a demandé. Et ça, c'est chacun selon ses moyens. Chacun selon ses moyens, il doit pouvoir prendre une bonne décision d'avancer encore mieux aujourd'hui. Chacun selon ses moyens, il doit transmettre à ses enfants et sa famille qu'il y a un rêve qui pense pour chacun, qui prie pour chacun, qui donne toutes les bénédictions qu'on a besoin. Et c'est pas uniquement des paroles, c'est des paroles qui se concrétisent de poète. Quand quelqu'un il a besoin de l'aide pour une parnassa, il y a une bracha du Rabbi. Quand quelqu'un il a besoin de réussite pour ses enfants, pour avoir un bon chidour, ou pour réussir dans l'éducation des enfants, alors à ce moment-là, on demande une bracha au Rabbi. Quand on a besoin des autres choses, on demande une bracha au Rabbi. Et il faut savoir que le miraculeux, il ne se rend même pas compte du miracle qu'il a reçu. Et ça, c'est quelque chose qui est très simple. Parce qu'on est tellement orgueilleux, on pense que c'est mon effort qui a réussi. Et même si je pense que c'est difficile, et à ce moment-là, Dieu m'a aidé, alors on a toujours l'idée de dire que c'est moi qui ai fait ça. Parce qu'une personne, elle a un certain niveau d'orgueil. Et je peux témoigner que dans les derniers mois, ou même dans les dernières années, la tzlacha des shluchim, que je sais, en Paris, région parisienne, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis la création du monde, depuis que le Rabbi est le Rabbi. On n'a jamais vu une réussite autant réussie dans les derniers mois. Un shliach qui se réveille le matin, il veut acheter un Bet Chabad. Il a besoin de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est 20 millions de francs. Et en ce moment-là, il téléphone à un banquier, il téléphone à un deuxième banquier. Au bout de 3 banquiers, l'affaire elle est faite. Il a besoin de se faire une signature. Un shliach qui n'a jamais eu un centime dans sa poche, en 48 heures, il a ramassé 250 000 euros de bons pour payer pour payer la première somme qu'il faut. Ça veut dire Ein Balanes Makeveniso. Ça veut dire qu'un juif, les juifs, ils sont dans un soif énorme, et encore un Bet Chabad, encore une école juive, encore une activité. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors on va se dire que quoi? Que la bracha est uniquement pour la réussite des grandes choses. Non. La bracha elle est aussi que dans un bureau, comme mon père il disait, que dans un bureau, on travaille, il faut qu'il y ait une fois par semaine un cours de Torah. S'il y a 2-3 juifs, il faut qu'il y ait un cours de Torah. Ma première année que j'ai travaillé en 94, mon père il m'a mis 4 bureaux, lundi, mardi, mercredi, jeudi.
entre midi et 14h, il fallait que j'aille à Gennevilliers, que j'aille dans le Paris 11e, j'aille encore dans 2 autres bureaux, parce que dans chaque bureau, il y avait 5-6 juifs qui ont voulu étudier la Torah. Et ça, c'est quelque chose de très important, de continuer dans cette voie, d'être mechazek, limud Torah, dans une manière facile. Pourquoi c'est facile? Parce qu'entre midi et 14h, les gens y mangent. Dans un pays que tout est fermé entre midi et 14h. Et quand on prend 5-6 juifs, moi je me rappelle qu'à Gennevilliers, on était 14 juifs dans un bureau pour manger. Et ça, c'est quelque chose, on étudie la Torah. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut continuer, et qu'il y a une atzlacha dedans. Ou s'il y a une grande atzlacha, c'est dans les cantines cachères, dans l'université, dans les étudiants, il y a une grande soif pour l'étude de la Torah. Et ça, c'est aussi par rapport à les conséquences qu'on vit aujourd'hui. Vu que le monde aujourd'hui est perturbé, vu que le monde aujourd'hui se pose beaucoup de questions, vu que les personnes aujourd'hui ont besoin d'assurance, alors quand on vient et on enseigne la paracha, et on dit que dans Parashat Korach c'est comme ça, dans Parashat Chukat c'est comme ça, et que le mois de Tammuz c'est comme ça, et que bientôt on va parler de la 3e construction du Hamikdash. Alors il faut savoir que tous les capacités et tous les moyens d'études ramènent des centaines et des centaines de juifs à étudier et à faire Torah et Mitzvot. Et ça c'est quelque chose qui est très important le jour de Gimel Tammuz. Le jour de Gimel Tammuz, c'est un jour qui amène à la réflexion. Un jour où on doit savoir où on habite, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va faire. Et si on prend un papier, comme on a écrit un panorama, on a pris une bonne décision pour que l'année qui va venir soit une meilleure année, qu'une année qui va venir soit avec beaucoup de plus de capacités et de moyens sur le point familial, ou que ce soit sur le point communautaire, ou sur le point de mon voisinage, de rajouter, de distribuer la sidra la semaine, de donner des cours de Torah, de vérifier ses propres tefillin, s'il n'a pas vérifié depuis quelques années, de vérifier ses mezuzot, s'il n'a pas vérifié dans l'année qui passait. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand on croise un juif, et surtout un chassid, et on le demande, quand c'est la dernière fois que tu as vérifié tes mezuzot, il dit, je ne me rappelle pas. En général, qu'est-ce qui se passe dans l'année, on se rappelle. Si on ne se rappelle pas, ça veut dire que ça a dépassé l'année. Et si on n'a pas vérifié, et bien à ce moment-là, avec la période que nous vivons, avec la chaleur que nous vivons, c'est certain que, pas certain, mais Dieu préserve, mais c'est très fort que possible que Mezuzah s'habille. Alors que Dieu fasse, par ça qu'on va rajouter dans les Miftsaïm du Rabbi, par ça qu'on va rajouter dans l'étude de la Torah, dans les lettres du Rabbi, dans les God Kodesh, chaque lettre, elle nous inspire un enseignement, chaque lettre, le Rabbi répond à quelque chose, chaque lettre, le Rabbi donne une dédication à quelque chose. Alors c'est sûr et certain que par ça qu'on prendra une bonne décision à maintenir ce qu'on fait déjà et à rajouter encore plus, ça amènera certainement la Géoula avec Hashem. Ata bechakonu mikolo api, amatolo echatu bechakino pashu, elamam kadu, krikosonu, mekidashkanu, mekiduseko, mekidashkanu, makedulamu shakeko, Amen.
Parmi la première des choses, il faut assurer que tout le monde dit le Chaim, comme le Rabbi demande, que le Chaim de soir, ça doit être un moyen de se renforcer dans les Mitzvahim du Rabbi. À la période où nous vivons, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, mais ça vaut la peine d'en parler encore une fois. Et autant de fois qu'on a besoin, c'est que parmi les enseignements du Rabbi, que le Rabbi a demandé qu'on fasse, c'est inscrire les enfants, les nouveau-nés jusqu'à l'âge de Bar Mitzvah à l'être de Sefer Torah. Quand le Rabbi a lancé cette campagne, c'était en 1981. 2 mois plus tard, on a déjà raconté ça plusieurs fois, 2 mois plus tard, Shavuot, c'était la même chose que cette année, c'était un dimanche soir, le Favrein de Shabbat. Le Rabbi a dit que tout le monde doit abandonner les préparatifs de Shavuot et de sortir et d'inscrire au maximum des enfants au Sefer Torah. Et personne ne savait la raison, mais 2 jours plus tard, il y avait qu'Israël est parti en Irak et a fait sauter la bombe. Ils sont rentrés, ils sont sortis. À l'époque, c'est pas aussi facile qu'aujourd'hui, simplement maintenant aussi pas facile. Et tout le monde a compris qu'il y avait un lien entre ce que le Rabbi a demandé de faire pendant la journée de la veille de Shavuot et l'histoire de cette attaque qu'Israël a fait. Et c'est pour cette raison-là que c'est ça qui continue toujours. Baruch Hashem, c'est quelque chose qu'en France, on fait un effort énorme, mais à chaque naissance qu'on est invité, à chaque bride qu'on est invité, à chaque connaissance qu'on a, l'enfant n'a pas besoin d'avoir 2 lettres, 3 lettres, mais au minimum, il a déjà 1 lettre. Et mon père, il faisait rappeler même des gens qui savent, qui connaissent, est-ce que tu as acheté la lettre pour l'enfant? Mais il y a aussi des histoires que les enfants, ils avaient des difficultés de santé, et le Rabbi demandait, est-ce qu'on a écrit une lettre de Sefer Torah? Ça veut dire que la lettre de Sefer Torah, non seulement qu'elle protège le peuple juif, non seulement que ça mène la bracha, mais ça mène aussi la zgoula et la refoua. Et c'est comme ça que c'est l'occasion que ce soir on se trouve ensemble, que parfois dans l'année, dans des moments, on se trouve dans des smachot, dans des naissances, et qu'en temps, il faut toujours demander aux parents, est-ce qu'ils ont fait le nécessaire d'acheter une lettre de Sefer Torah pour les enfants. Encore une chose qui est très importante, que le Rabbi mettait un point très important pendant cette période-là du mois de Tammuz, c'est de faire en sorte que des enfants qui sont aptes à rentrer dans une école juive, ils puissent rentrer dans une école juive. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont sensibles à aller dans une école juive, et parfois il y a des moments qui sont difficiles, ils doivent prendre la décision, et il faut les aider, des voisins et des amis. Après, il y a aussi une autre chose que le Rabbi parlait beaucoup, c'était de faire en sorte d'inscrire au maximum les enfants dans son Chaïré. Et depuis l'année que le Rabbi a instauré ça en 1976, Baruch Hashem, il y a des dizaines et des dizaines de centres aérés, des grands centres aérés, des petits centres aérés. L'année dernière, on est arrivé à 50 et quelques centres aérés en Paris, région parisienne, des petits centres aérés, des grands centres aérés. Et il y a eu, Baruch Hashem, énormément des enfants qui ont participé à Israël. Et ça, c'est un devoir de chacun de faire en sorte de pouvoir renforcer le contexte d'État d'Israël. Et c'est ça qu'on parle. Dans Gimel Tammuz, d'un côté, on a un sentiment qui est très lourd, mais d'un autre côté, on est heureux qu'on puisse continuer le travail de Rabbi, que le Rabbi, au contraire, que tout le monde a pensé, qu'est-ce que ça va devenir?
Et on voit que notre Hachem, c'est quelque chose d'extraordinaire qui continue encore plus fort que jamais, avec des jeunes groupes qui se donnent à fond, avec des enseignants qui se donnent à fond, avec des chassidim qui se donnent à fond, pour pouvoir continuer à diffuser le travail de Rabbi. Et c'est ça exactement qu'est-ce qu'on dit dans Tanya, que dans Tanya c'est écrit dans chapitre 27 et 28 de Kodesh, que Dieu, que le Tzadik, il est plus présent, et on le dit aussi dans le Man et la Shon, qu'on lit au Oel, qu'un Tzadik, il est plus présent que jamais. Alors c'est sûr et certain qu'on est tous réunis ensemble et qu'on dit le Chaim ensemble, dans le jour de Gimel Tammuz, même que ces temps et tant d'années qui sont passés, alors c'est certain, comme c'est expliqué dans Chassidut, que plus les années, malheureusement, ils avancent jusqu'à la vie de Moshiach, plus l'influence elle est là, alors les brachot qu'on va recevoir dans l'année qui vient, c'est des brachot extraordinaires, que ces brachot-là, ils n'ont pas été là jusqu'à présent, et qui seront là à partir de maintenant, au sein de la famille, au sein des brachot communautaires, au sein des brachot du peuple juif, le Chaim, le Chaim. Oui, on est en train de faire maintenant une nouvelle dame. Il a une importance particulière. Là, les nouvelles dames, chacun comprend qu'ils ne sont là pas comme l'autre. C'est l'homme, le jour, le plus. Ah, dans le facile. Il y a des familles. Mais aussi et surtout, il y a ici un point très important, il ne faut pas oublier, la sœur Fandringen, c'est pas seulement Fandringen des Chassidim qui ont appris du Gimel Tammuz, c'est ce que je veux dire, mais c'est un demande au Rabbi, c'est l'oral du Rabbi. Le Rabbi a écrit le début du mois de Shvat, l'année Tafshin Yudal, 10 jours avant le premier Yom Hillula, le premier Hillula de son prophète, le Rabbi précédent. Le Rabbi a écrit 2 lettres qui étaient générales, des lettres qui étaient adressées à tous les chassidim. Et c'était des lettres de préparation à la Hillula du Rabbi précédent, où le Rabbi décrit la manière dont il faut se comporter dans la Hillula. Et là-bas, le Rabbi fait une liste bien connue des oraot, des directives. Comment il faut se comporter dans le jour de l'Hillula. Plusieurs choses, le fait de prendre une aliyah le jour avant, le Shabbat avant, la bougie, la bougie en cire, etc. Et une des choses que le Rabbi dit, que durant les 24 heures, il faut faire un forming. Ça, c'est une des choses que le Rabbi dit. Alors, et c'est ça que je suis en train de faire maintenant. Chaque chose qu'on sait, qu'on fait comme l'oral du Rabbi, bien sûr, elle a notre poids. Ça lui donne un poids, une importance plus grande. Et après, dans cette lettre, il y a encore quelques petits points. Peut-être là, on est en train de les faire en même temps que le Rabbi, on a conclu. Les autres directives aussi. Le Rabbi dit que durant les 24 heures, il faut réunir sa famille, comme mon père a dit tout à l'heure, raconter à sa famille, raconter à ses enfants, raconter à ses proches et aux autres. En plus, on a dit visiter d'autres communautés, parler aux jeunes, à la jeunesse, réunir, rassembler ensemble la jeunesse, les jeunes, et leur parler du sujet de la Hillula, et leur parler du Baal Hillula, bien sûr, parler du Rabbi. Bien sûr, ça parlait du Rabbi précédent. Nous, on est, bien sûr, tous ceux qui leur avaient dit sur Yud-Shvat, on comprend que ce n'était pas seulement pour Yud-Shvat, c'était aussi pour Gimel Tammuz. D'ailleurs, il faut savoir que cette lettre, bien qu'elle ait été écrite en 1951, mais ce n'était pas seulement pour l'année donnée. C'était une lettre que le Rabbi a demandé, que le Rabbi parlait de ce qu'il a dit des dernières années, jusqu'à tous les ans. Le Rabbi a demandé que le journal Kfar Chabad imprime cette lettre tous les ans avant Yud-Shvat. Et aussi Tafshin Yudal, je ne sais pas, 40 ans plus tard, 30 ans plus tard, que le Rabbi, presque 40 ans plus tard, que le Rabbi demande qu'il n'oublie pas les minagim qui écrivent dans la lettre, ça veut dire que c'était non seulement tout. Et bien sûr, la même chose pour Gimel Tammuz. Et là-bas, le Rabbi demande de parler du Rabbi, parler de Baal Hillula. Et là-bas, il y a une expression très intéressante. Le Rabbi dit de quoi il faut parler. Parler de quoi? Le Rabbi précise là-bas, parler de son avat Kol Israël.
parlait du fait que le rabbi, il a de l'amour inconditionnel du rabbi à chaque juif, à n'importe quel juif, que ce soit un grand, que ce soit un petit, à battre quoi il s'est agir. Et l'espoir qu'il a dans la jeunesse, etc. Et c'est très intéressant que le rabbi précise, parler de cette chose, plus qu'autre chose. On pourrait très bien parler de la profondeur de ses maris, de la guéonoute qu'on a dans le sipro, de plus de choses, des moftis qu'il a fait, des miracles que le rabbi a fait. On va parler de plusieurs choses. Le rabbi dit, Gimel Tammuz, les jours de Yula, Gimel Tammuz, il faut parler surtout de la vente de l'Israël. C'est une chose intéressante à réfléchir pourquoi. C'est ça que le rabbi précise. Et qu'est-ce qui est très intéressant, j'ai entendu quelqu'un qui remarque ça. On sait que 10 jours plus tard, c'était le premier Yula de rabbi précédent, mais c'était plus qu'il de rabbi précédent, c'était le fameux Fabrengen, où le rabbi a pris officiellement ce nom là-dessus. En faisant quoi? En disant à Mahamar, le premier discours du rabbi Mahamar, le Bat il a gagné, c'était son Fabrengen. Attention Mahamar, ce premier Mahamar que le rabbi il a dit, il est exceptionnel de tout point de vue, comme chacun qui le fait, il le sait. Mais une des choses les plus exceptionnelles de son Mahamar, c'est le fait que dans son Mahamar, le rabbi raconte 5 ou 6 histoires. D'accord, dans le Mahamar, raconter une histoire, c'est une chose extrêmement rare. Que dans le Mahamar, il y aura une histoire, c'est déjà beaucoup. 2, je ne sais pas si ça se trouve. Ici, on a 5 histoires, l'une après l'autre, de chacun des rabbins. Et de quel sujet? Le fait de la Bat Israël de raconter le Messina. La Bat Israël, de manière de chute ou de bouja, comme le rabbi explique, la Bat Israël infinie de chacun des rabbins. Et le rabbi conclut, il dit que chez le rabbi précédent, il y a 100 fois l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas commencer parce qu'on ne pourra jamais terminer avec le retour à compter. Et ça ressemble beaucoup qu'un Mahamar, c'est 30 ans d'histoire de la Bat Israël. J'ai entendu quelqu'un dire qu'en vérité, on voit que le rabbi il est en train d'accomplir sa demande. Le rabbi il a dit que le jour d'Ilula Shvat, 10 jours plus tard, le rabbi il a écrit que le jour de Shvat, il faut parler de la Bat Israël de Wali ou la Bat Israël de rabbi. Donc, le rabbi le fait. Dans le Mahamar qui dit le jour d'Ilula Shvat, le rabbi il est en train de parler de cette Bat Israël. Donc, on raconte encore plus que la veille de Yushma, le rabbi était à la maison, tout le monde se préparait à sa bonne forêt qui aura lieu le demain soir, c'est la veille de la Yula, et le rabbi est à la maison, et le téléphone de la secrétariat du rabbi, il y avait personne, il y avait quelqu'un qui passait, qui rentrait, il a pris le téléphone, et c'était le rabbi. C'est le rabbi qui appelait de sa maison. Et le rabbi a demandé est-ce qu'il peut venir lui aider. Bien sûr, déjà confronté avec le rabbi comme un rabbi, bien que le rabbi ne l'a pas encore montré officiellement, mais chaque chose que le rabbi demande, il vient tout de suite à la maison du rabbi, ce n'était pas encore à la maison qu'on a actuellement, c'était un appartement. Il vient à l'appartement du rabbi, il voit que le rabbi, il y a des livres sur la table, le rabbi il est à côté du téléphone, le rabbi il dit j'essaie d'avoir tel et tel médecin, mais il ne répond pas au téléphone, et c'est très urgent, je dois lui avoir. Alors, si tu peux, s'il te plaît, prendre le téléphone, et lui appeler juste qu'il répond. Et entre-temps, le rabbi il est revenu sur les livres pour étudier. Le rabbi il demande, il le fait, il appelle plusieurs fois, jusqu'à la personne a répondu tout de suite. Le rabbi a pris le téléphone, et le rabbi dit à ce médecin, qu'il lui demande s'il peut aller visiter un certain malade, un certain hôpital, telle et telle personne s'il peut aller visiter pour lui aider. Ce médecin il a dit, je ne peux pas. Et finalement, le rabbi a dit que si je viens, tu vas venir. Alors, il a dit, si le rabbi vient, il vient aussi. Alors, le rabbi a tout quitté, le rabbi a parti le veille de Yushvat. Et le rabbi est parti là-bas avec ce médecin pour aller visiter cette personne. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, de l'histoire telle que je raconte, telle que j'en ai lu. Et avant de partir, il a demandé à ce principe qui lui a aidé, à ce patron, s'il peut lui, regarde, il a besoin tel et tel sfarim. Et en fait, on entend quelques sifrim à Marim de Rabbi.
s'il peut trouver dans la bibliothèque ses Sfarim-là, il le ramener à la maison. Okay? Il a ramené ses Sfarim. Le lendemain, quand le Rabbi a vu le Mamar, il a réalisé que les livres que le Rabbi a demandé, les livres qui étaient sur la table, c'était les Sfarim sur lesquels le Mamar Bat-el-Gani était basé. Le Rabbi était en train de préparer le Mamar Bat-el-Gani. Et comme lui, il a senti la chose, le Rabbi est arrivé au point où le Rabbi raconte la Bat Israël de tout le Rabbi. Et dans le Mamar, le Rabbi dit que Magid va rappeler à Jacob que ce qu'il dit aux autres, il fait lui-même. Et donc, le Rabbi a eu besoin lui-même de faire cette Bat Israël en même temps qu'il prépare son Mamar, pour raconter, comme il a dit dans la lettre, pour parler de la Bat Israël de Baal et de là. Le Rabbi lui-même, il a eu besoin de le faire. Alors, c'est ainsi que le Rabbi lui-même a fait. Tout ça, c'est une histoire qui raconte son Mouchvat. Les le Rabbi précédent. Mais ça, c'est que le Rabbi veut, il y a un champ de dilettance. C'est un monopole aussi, surtout ce rassemblement, qu'on parle. Et c'est un aussi, avant de parler, qu'on pense, qu'on réfléchit de ce point-là, de cette Avat Kol Israël, de cet amour inconditionnel du Rabbi entre chaque jour. Qu'il y a, comme le Rabbi dit là-bas, c'est pour une enquête. Il y a 120 histoires, chaque histoire pratiquement. Chaque personne est passée devant le Rabbi. La première chose qu'il a ressorti, que le Rabbi lui parle pour un test de lui faire à son fils. Et le Rabbi veut qu'aujourd'hui, on pense à ça. Et son histoire est intéressante. Pourquoi? Pourquoi pas parler de Ofdim, la grandeur du Rabbi qui a conquis le monde? Pourquoi bâtir ça? Bien sûr, on ne sait pas. Une chose on peut dire, c'est parce que aujourd'hui, c'est un moment que chacun doit penser à son attachement au Rabbi, à son lien personnel avec le Rabbi. Et quel rôle le Rabbi joue dans sa vie. Et pour ça, il est nécessaire de ne pas penser au grand Rabbi de tout Israël, au grand Rabbi de chaque jour. Comme le Rabbi c'est le Rabbi de tel, le Rabbi de tel, et finalement le Rabbi avance. Et comment le Rabbi m'accepte tel qu'il veut, comment le Rabbi m'aime, et comment le Rabbi attend de moi, il veut avoir une nouvelle bouche. Et alors, qu'est-ce que ça demande de moi? Parce que c'est finalement le point le plus profond, le plus sable de notre côté. L'éducation avec le Rabbi, c'est d'abord ce lien sain. C'est à la base, Kol Israël qui a tracé le ressent du Rabbi, il doit penser à ça. Et comme il écrit dans la Rabbi, il écrit dans la Yom, qu'il faut avoir des moments où on pense à cette Ahava que le Rabbi a entre nous. Et si on ne le fait pas toute l'année, au moins, Achad Bashana, maintenant, aujourd'hui, c'est un moment de penser à notre filiale, à cette Ahava que le Rabbi a entre nous. Et Bashkafa Pratik, juste avant le Shabbat, il y a une histoire qui a fait un tour du monde, que le monde entier a parlé de cette histoire. J'imagine le Shabbat, l'histoire a tout raconté, l'histoire qui mon oncle a diffusée. Et un juif qui va être simple, un juif russe, qui habite à Kornaït, est venu de la Russie en 1970, les années 1970, ouais, exactement. Et il était un chassid, mais un juif très simple, jusqu'aujourd'hui il faut considérer un homme simple. Et il raconte comment lui, il était toujours autour du Rabbi, toujours autour de cette années. Il ne dit pas forcément que j'ai accompli toutes les histoires que le Mahamari, mais j'étais toujours là. Je venais dire le Chaim au Rabbi, avoir un contact des yeux, pour avoir cet encouragement. Et plusieurs fois, personne ne m'a vu, personne n'a réalisé qui je suis. Une personne ne m'a jamais oublié, c'était le Rabbi. Le Rabbi toujours passait à côté, il s'arrêtait à côté de moi et disait ça va, tu mangeais, tout va bien, des choses comme ça. Et quand le Rabbi commençait à distribuer le dollar, il passait très souvent. Il aimait le Rabbi pour avoir cette attention solidaire avec le Rabbi. Il s'appelle Nachum Michowski, comme ça il s'appelle. Et une fois il a changé de métier. Il a travaillé avant, il travaillait dans la sélection avec Chaim Borg, pour faire des travaux sur les sélections. Une fois il a changé de métier, il a commencé à travailler dans la peinture, faire des peintures de Lyon, de peinture. Et dans son travail, on sait que les habits de celui qui travaille dans ce travail, il n'est pas tout à fait propre. Il y a toujours des taches, différentes couleurs. Et alors, avec le temps, il est venu de moins en moins voir le Rabbi. Pourquoi? Pas parce qu'il ne voulait pas. Parce que chaque fois qu'il allait l'idée d'aller chez le Rabbi, il se regardait, il me disait, c'est pas, on ne va pas venir comme ça chez le Rabbi. De l'autre côté, je suis en plein travail, je dois aller ici et ici. Alors,
Encore il repoussait, chaque fois il n'était pas bien habillé, c'est normal. Et à un moment, il y avait un mariage. Il est venu avec son ami à un mariage. Bon, un mariage, on savait quand même. Une fois, près de ses amis, il est bien habillé. Et il vient, alors déjà, c'est une gifle. Non, je sais pas, il passe, il fait le roc dans le queue pour aller voir le rabbi. Il passe à côté du rabbi. Le rabbi lui donne le dollar, le rabbi regarde dans les yeux, il prend le dollar, le rabbi lâche pas le dollar. Le rabbi tient le dollar avec lui, il ne lâche pas. Le rabbi regarde dans les yeux, le rabbi dit, ça fait longtemps que tu ne vois pas. Déjà, c'est une chose qu'on a, il y a plusieurs vidéos qu'on a ça, c'est déjà incroyable. Le rabbi a quelqu'un il y a longtemps. A priori, moi, on travaille. Et moi, comme ça, il ne vient pas sans problème. Le rabbi dit, mais ça fait longtemps que tu ne viens pas. Tu ne vois pas ce qui se passe. Alors, lui, il a répondu au rabbi, voilà, rabbi Rabish, il a répondu au rabbi à sa manière, tout simple. Il dit, il dit, rabbi, je suis toujours sale. Parlons de ses habits, je ne peux pas venir, je suis toujours sale, c'est pour ça que je ne viens pas. Alors lui, il regarde très sérieusement, le rabbi lâche pas le dollar. Le rabbi, il regarde et lui dit, cum vidobis, viens compter. Viens compter. Je suis sale, c'est pas grave, viens compter. Et pour lui, c'est devenu quoi après, c'était comme. Depuis, bien sûr, que le policier a venu tel qu'il est. Mais le mot que le rabbi lui a dit, c'était un changement beaucoup plus large que cette question-là. Parce que très très souvent, on se dit, bien sûr, quand il s'agit d'un jour temps, bon, on ne peut pas venir, on ne peut pas nous approcher. Pourquoi? Mais ça arrive. Chacun avec ceux qui trouvent ça. Et alors, on trouve une solution facile. Alors, je ne peux pas venir. Et le rabbi dit, viens compter. Pourquoi le rabbi dit, je veux te voir. Il dit à chacun, je t'aime tel que tu es, je veux que tu viennes compter. Alors, si je veux venir compter, maintenant, on pourra repasser la prochaine fois, tu veux venir avec le pro. Alors, mais si tu ne vas pas venir, tu vas se mettre plus. Chacun doit, c'est ce mot-là, c'est tourné, ça fait dans tout le monde, c'est qui arrive dans quelques jours, on déguercit les partout par notre oreille, ce sont cette phrase que le rabbi a dit. Le rabbi dit, nous vous attendons comme vous êtes. Et on va dire ça à chacun, on va dire ça à moi, à chacun. Chacun doit penser, comme le rabbi, si on ne vient pas, il dit, mais ça fait longtemps. C'est pas, tu ne viens pas, ok. Tu ne viens pas, mais tu viens. Combien de lettres commencent avec, après très longtemps de ne pas avoir entendu le mot. Donc ça se laisse très très souvent. Le rabbi dit, mais ça veut dire le rabbi pense à lui, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi lui dit pas? C'est vrai pour à l'époque et c'est vrai encore plus aujourd'hui. Et sur cette abat d'Israël, sur cette abat d'Israël, ça c'est le touche le plus simple d'expression. Ce lien personnel pour rabbi avec chacun, c'est à ça que le rabbi démontre qu'il parle aujourd'hui avec les autres et qu'il pense à ça aujourd'hui. Qu'on s'attache, qu'on reconnaît ce que le rabbi fait pour lui. Le rabbi à quel point le rabbi nous aime et qu'il soit à savoir comment la famille l'a permis de rendre le rabbi un petit peu encore plus. Déjà de dire comme nous sommes et avec ça le prochain jour on va dire encore beaucoup de On a parlé énormément ce soir sur le Inyan de Gimel Tammuz, que Gimel Tammuz, on suit les directives que c'est le rêve de la vie dans les lettres et dans les différentes occasions. Alors je voudrais rappeler tout le monde que c'est un devoir de donner l'équivalence du nom du rabbi, de la Gematria, c'est 332. Alors faut pas oublier de sa case. Aujourd'hui, le rabbi dit, c'est pas grave, ça peut être les jours qui suivent, Yom Nasruchi, les jours qui suivent. Autre chose qui est important, c'est que c'est important de raconter à sa famille, aux amis, la grandeur de l'Arab d'Israël, comme Michel l'a expliqué, il a raconté des histoires, comment le rabbi était attaché à chaque juif, même le juif le plus loin, et peut-être parfois le juif le plus intéressant, à combien le rabbi s'attachait et suivait pour savoir s'il a de quoi vivre, de quoi manger,
Comme tout le monde qui était chez le rabbi, même à notre époque, ils connaissent Charlie Bolton. Charlie Bolton, c'est un phénomène, il est unique parce qu'il portait un casquette unique, un chapeau unique, mais en fin de compte, comment on voyait que chaque fois il passait, il est décédé le pauvre cette année, il y a quelques mois, mais qu'est-ce qu'on voyait? On voyait comment le Hamat Israël du rabbi, et quand il a fait l'interview une fois, on l'a demandé, mais pourquoi le rabbi, t'es tellement proche, et chaque fois que tu passes, le rabbi il mettait un sourire, il disait, parce que dès que je suis petit, dès que je suis jeune, je venais à New York, à Crown Heights, et j'étais content d'aller voir le rabbi. Et le rabbi, réciproque aussi, était content de le voir. Ça veut dire que le Inyan de Hamat Israël, que le rabbi veut, ça fait partie du rabbi, ça fait partie de la Metsiout. Chassidim, nous, les élèves, nous avons aussi ce don d'Hamat Israël, qu'on est possible d'aider un autre juif, de porter conseil à un autre juif, de donner ce qu'il faut. On voit que dans la guerre, dernière guerre qu'on a eue, on a vu le monde entier, les Botei Chabad qui se sont ouverts dans des situations qui ont eu besoin d'aider les juifs, tous les juifs possibles, que ce soit à Paris, une expérience qu'en pleine nuit, il y avait un avion qui est arrivé, qu'il fallait donner à manger 150 personnes. Il y avait un juif qui a dit, moi je vais sponsoriser pour mes enfants qui sont dans l'avion, qui puissent avoir à manger, et qu'on n'amène pas que 2 sandwichs pour 2 personnes. L'avion est arrivé à 4 heures du matin, et en fin de compte, la semaine dernière, il a dit, je voudrais qu'on amène 150 sandwichs. 150 sandwichs et des boissons et tout ça, pour que tout l'avion puisse avoir à manger en descendant de l'avion après 30 heures qu'ils ont voyagé par différents pays, etc. Ça veut dire Hamat Israël. Ça veut dire le travail du rabbi. Ça veut dire le Yidoch Mimenu Nidoch. On sait très bien que chacun, qu'on a vu dans les dollars, on le voit tous les semaines dans les vidéos, la grandeur de l'amour du rabbi. Actuellement, je suis en train d'étudier, parce que l'aide du rabbi, ça se lit pas, ça s'étudie. Alors on a imprimé la collection des lettres de mes 2 grands-parents, paternels et maternels. Paternels, nombreux ils sont ici qui l'ont connu, c'est Rav Chaim Hillel Azimov, et maternel, c'est le chassid Rebbe Tzien Shem Tov. Et Rebbe Tzien Shem Tov demain soir, ça sera 50 ans de sa disparition, qui est niftar. Et la famille, elle a imprimé, selon les photocopies qu'on a, environ 150 lettres, 170 lettres du rabbi. Et l'autre grand-parent, il y a centaines de lettres. Et on voit que dans les années qui vivent les sioux du rabbi, dans chaque lettre, le rabbi, il écrit, c'est des longues lettres, il écrit à combien il est concerné, comment la famille s'est installée après les sorties de Russie, combien, et il écrit aussi, alors c'est difficile à lire les lettres, étudier les lettres, parce qu'on n'a pas la correspondance. À la lettre, on n'a que le retour. C'est comme si vous écoutez un coup de fil, vous n'entendez pas qu'est-ce que la personne a dit, vous entendez qu'est-ce que vous dites, vous voyez. Alors, on n'a pas tellement, mais il y a un point qu'on voit dans toutes les lettres, que le Rebbe, dès qu'on le mettait au courant de quelqu'un, qu'il a eu besoin d'un Nassa, un chidour, une bonne santé, une réussite, on voit dans chaque lettre, le rabbi rappelle. Et qu'est-ce qui se passe avec tel? D'abord, il donne la bracha. Après, il dit, dans la lettre suivante, tu ne m'as pas écrit comment ça se passe pour l'un et l'autre. Est-ce que la personne a trouvé la bonne santé? Est-ce qu'elle a trouvé les médecins qu'il faut? Après, il y a une correspondance comme ça. Il y a des noms qu'on revoit à plusieurs fois. Parce qu'il y a d'abord la question, la réponse, après il y a certainement une précision. Alors on voit qu'il y a des correspondances, que tout ça c'est attaché à des noms inconnus bataillons, c'est-à-dire des gens qu'on ne connaît pas, c'est pas des gens connus, c'est des gens simples qui sont rentrés en contact. Et comme on voit dans les lettres de mon grand-père paternel, de Chaim Hillel, qu'il avait ouvert le Talmud Torah, je ne sais pas si j'avais raconté, mais dans les premières lettres, le rabbi s'attache énormément à tous les enfants de Talmud Torah de l'époque. Et il dit, j'ai bien reçu la lettre avec tous les noms.
Ça arrive du Shvat, je vais les préciser, je vais les mentionner sur la tombe de l'année précédente. Ça vient Rosh Hashanah, et encore une fois, il y a des lettres après la guerre en France. Il y avait énormément de parents qui n'ont pas voulu circoncire leurs enfants. Et pourquoi? Parce que malheureusement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les enfants ils étaient humiliés devant les autres enfants du président. Alors il y avait cette institution que les gens ils n'ont pas voulu circoncire leurs enfants parce qu'ils ont Dieu préserve. Ils ont dit si ça arrive encore une fois, Dieu préserve. Alors à ce moment-là, les enfants au moins ils seront épargnés de cette boucha. Et mon grand-père, il allait à la suite de Talmid Torah, il allait essayer de parler aux parents, de leur expliquer que c'est important de faire la Brit Mila. Alors il demandait au rabbi la bracha pour que ça puisse aider, qu'il puisse aider dans les conversations. Et après, parfois, à la Brit, il y a eu lieu. Alors le rabbi répond une bracha pour ces gens-là. Alors on voit qu'un enfant, il pouvait être cité 3 ou 4 fois dans différentes lettres. Une fois, c'est pour que ça se passe bien, une deuxième fois pour que la Brit se passe bien, etc., selon le retour que le rabbi a reçu. Mais qu'est-ce qu'on voit le point commun de tous ces lettres? Que le rabbi était même concerné que si on va donner des bonnes vacances à ses enfants, et où ils allaient ces enfants en vacances, le seul moyen à l'époque avec des petits moyens, c'est de les mettre à la yeshiva. Et la yeshiva, dans les années 60, elle avait, comme on appelle ça, une colonie de vacances. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu dans cette colonie, qui s'occupait, mais on amenait ses enfants. Le rabbi, dans une des lettres qu'il écrit, le rabbi dit, c'est très bien de les amener à Brunois, parce que l'air est bon. Sortir de la ville pendant les vacances, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le rabbi dit clairement, être à la yeshiva, d'amener les enfants de Talmid Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça donne de l'air pur aux enfants. Et c'est comme ça que ça a commencé le Talmid Torah. Mais pour vous dire à quel point ce Talmid Torah, ce colonie de vacances, mais pour vous dire à quel point ce colonie de vacances est réel, quand mon fils il a grandi, il est rentré à la yeshiva, un juif vient le voir au Beth Chabad, il lui dit qu'est-ce qu'il fait cette année? Il a dit je suis rentré à la yeshiva. Elle dit où se trouve ta yeshiva? Il a dit à Brunois. Elle a dit ça existe encore? Mon fils il dit je sais pas, est-ce que ça existe encore? Oui, je suis là-bas. Il a dit non, je vous dis pourquoi. C'est un docteur qu'aujourd'hui il doit être prêt à la retraite. Il a dit quand il était petit, il y a un rabbin qui est venu taper à la porte. Il a dit à mes parents, qu'est-ce que vous faites avec vos enfants pendant le mois d'août? Les parents, ils disent, on n'a pas les moyens, on va rester à Paris. Il a dit, je vous les prends, préparez les valises, je vais les prendre pour 2 semaines. Il a dit, je ne sais pas comment, on a atterri à Brunois, dans un château. On a mangé ce qu'on a mangé, on a fait ce qu'ils ont fait. Il y avait une petite piscine qu'ils ont construite dans la cour. Et c'est comme ça, dans les années 60, qu'il s'est inspiré et ça l'a marqué toute sa vie. Toute sa vie, il était marqué pour le bien et pour les complications, parce qu'il m'a dit que c'est pas évident. Et en fin de compte, ça c'était ce que le rabbi a voulu. Quand on regarde ces lettres, et on voit à combien le rabbi a investi, à combien le rabbi il s'est donné dans les premières années, que c'était techniquement, même pour un rabbi, mais c'était faisable. Le rabbi, il n'y avait pas une personne avec laquelle le rabbi est rentré en contact et qui s'est passé à côté. Comme le rabbi il a écrit, chaque lettre c'est moi que j'ai ouvert, chaque lettre c'est moi que j'ai fait, chaque lettre c'est quelque chose qui est important. Et ça me rappelle, il y a une dizaine d'années, quand mon gendre est venu dans le quartier, il est parti voir une famille. Et une famille qui habite dans le quartier, il a dit, nous avons dans la famille une lettre du rabbi. Mon beau-frère, il dit, eux, une lettre du rabbi, nous ils connaissent, nous ils vont. Ils ont dit, attendez. Ils sont partis, ils ont sorti la lettre. La lettre, elle fait 3 paragraphes, une lettre personnalisée.
Et fais-toi paragraphe en anglais. Et c'était quoi? C'était qu'un oncle à eux fréquentait quelqu'un qui n'était pas juif. Et quelqu'un de la famille, il leur a dit que quand c'est comme ça, il faut demander une bracha au rabbi. Qui, quand quoi, personne ne sait, parce qu'il est parti déjà, il n'est plus de ce monde. Et c'est la mère de ce monsieur qui a reçu cette lettre. Mais cette lettre, elle est restée réservée dans la famille. Le rabbi, il écrit quoi? 3 points. La première chose, le rabbi dit, concernant la personne, il faut trouver des amis qui vont lui parler. Parce qu'il n'y a rien mieux que des amis, pas la famille. Ça, c'est un enseignement du rabbi clair, que quand on veut avoir une influence sur quelqu'un, il ne faut jamais être quelqu'un de la famille, que par les amis, dans le moyen possible. Deuxième chose, le rabbi dit une leçon importante en anglais, que vu que le peuple juif, nous sommes tous unis, alors quand les autres membres de la famille vont rajouter dans l'étude de la Torah et des mitzvot, ça va inspirer, ça va influencer la personne qui a besoin de renfort. C'est très fort. Nous, pour apprendre les sirops du rabbi et les trucs, c'est pour nous, c'est évident. Puis le rabbi, il crée une famille, lointain de tout. Il leur dit que si vous voulez sauver votre fils, le moyen, c'est que toute la famille rajoute dans Torah et mitzvot, parce qu'on est tous unis. Et le fait qu'on va unir, moi je donne l'explication, c'est comme on explique dans Chassidut, que quand on veut guérir un membre du corps, il faut que tous les autres membres du corps se portent bien. La même chose aussi, que quand quelqu'un est fatigué de Ruchniut, à ce moment-là, la famille autour rajoute dans Torah et mitzvot, et ça fait avancer les choses. Et ça, c'est quelque chose de très profond. Je partage une discussion que j'ai eue une fois avec mon oncle à Dimner Israël. Et il m'a dit, une des points qui est unique chez le rabbi, et ça va loin, une des points qu'on peut dire que c'est unique chez le rabbi, c'est que le rabbi, il arrivait à répondre à un juif ou une juive uniquement à travers le mot. Ça veut dire, quelqu'un il écrivait chez le rabbi, il n'a pas vu le rabbi il n'a pas vu physiquement, à l'a priori. C'est une analyse qui est très simple. Et en général, même des chachamim de l'époque, tout ça, il fallait les voir, il fallait se déplacer, il fallait faire quelque chose. Le rabbi, dans l'histoire du peuple juif, il répondait à un juif qu'il n'a jamais connu et qu'il a connu uniquement à travers une lettre et un nom et le nom de sa mère, et ça suffit. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et je vous dis à combien c'est important le prénom et le nom de sa mère, même aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Pourquoi ça marche comme ça, je ne sais pas. Peut-être il peut y avoir même 2 personnes avec le même prénom et le nom de la mère. Mais le fait qu'il ait écrit le prénom et le nom de la mère, c'est quelque chose d'important. Ce soir, avant de venir, cet après-midi, avant de venir, j'étais en train de feuilleter, d'étudier un peu les lettres de mon grand-père maternel, et je vois qu'il demande une bracha pour quelqu'un. La réponse, je comprends la question. D'un choix entre faire 2 affaires. Alors, on a mis l'écrit à mon grand-père dans les années 50, concernant telle ou telle personne, il faut qu'il fasse comme ça et comme ça. Et le rabbi demande après, j'ai pas le nom de sa mère. Je veux que tu m'envoies le nom de sa mère. Et uniquement quand il aura le nom de sa mère, c'est quelque chose d'intéressant. Je dis ça mènera la bracha. Et on a vu ça plusieurs fois. Il y avait une fois, j'ai vu une vidéo récemment, il y avait un chassid qui vient de décéder, il s'appelait Charles-Père Lipsker. Il y avait un juif, il s'occupait beaucoup de prisonniers, à mon avis, il devait être un prisonnier ou quelque chose, il vient voir le rabbi, il dit au rabbi, Rabbi Lipsker, Rabbi Shalom Lipsker, m'a aidé énormément. Il dit comme ça au rabbi, qu'est-ce que vous voulez? Il dit au rabbi que son chien qui travaille bien, ok. Le rabbi,
Je sais pas, à un moment donné, le rabbi, il dit Shalom Lipsker, il s'appelle comment? Et le pauvre, il savait pas, il savait Shalom Lipsker. Alors il dit, alors Rabbi Groner, il dit Shalom, non, le rabbi dit Shalom Ber Lipsker, Shalom de Ber Lipsker. Il dit oui. Le rabbi dit, c'est quoi son nom de sa mère? Et il répond pas. Parce qu'il sait pas. Alors Rabbi Groner, il connaît le nom de sa mère, il a tout de suite rajouté. Et le rabbi, il a repris la phrase, Shalom, Ber, Ben, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment dans les cieux? Je ne peux pas vous dire. Qu'est-ce que Rabbi Yitzchak a besoin? On ne sait pas. Mais Rabbi Yitzchak a toujours dit qu'un juif est venu devant le rabbi, et que les juifs disent au rabbi, Rabbi Yitzchak m'a aidé. Et qu'est-ce que le rabbi il a demandé? Il a voulu entendre, il a voulu savoir le prénom complet et le nom de la mère. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quand on cite quelqu'un, quand on masque quelqu'un au rabbi, ça amène à bracha à quelqu'un. Quand on fait quelque chose de bien, il faut le signaler au rabbi, il faut le transmettre au rabbi, il faut masquer un juif. Quand on est masqué un juif chez le rabbi, ça peut amener une bracha, une shua, ça peut amener beaucoup d'autres choses. Et quand on peut le faire avec le prénom de la mère, et quand on a besoin de citer, quand on a besoin de citer un non-juif, comment on cite un non-juif devant un rabbi? Avec le nom du père. Mon oncle, une fois, il est passé devant le rabbi, et c'était à l'époque où le président Reagan était malade. Le rabbi, il a demandé, il a dit qu'il demandait une bracha pour le président Reagan. On sait que le président Reagan, le rabbi l'a mis au fabrique, il a eu des problèmes. Et le rabbi, il a demandé le nom du père. Quand c'est un juif, c'est le nom de la mère. Quand c'est un non-juif, c'est le nom du père. Et c'est pour ça que c'est très important que Dieu fasse que très prochainement, on puisse avoir tous les brachot du rabbi et que le travail du rabbi puisse continuer. Et vu qu'on a ici le bras droit de notre cher ami, du Premier ministre, même Netanyahu, que Dieu fasse, qu'on fait tous pour lui, il pourra être toujours. Bon, alors que Dieu fasse, qu'on pourra toujours réussir, mais surtout dans des positions pareilles, il faut faire une bracha spéciale qui pourra surmonter toute la pression. Quand le rabbi l'a dit qu'il sera devant tant de personnes, 119, il devrait tenir bon, alors que Dieu fasse qu'il pourra toujours continuer. Et comme on a expliqué tout au long de la soirée, l'importance de la Imuna, et que quand on a eu une guerre pareille, qu'on n'a pas reconnu le miracle qu'on a eu, alors ça c'est quelque chose qu'on va dire le Chaim ensemble, et qu'on va venir ensemble, et si Dieu veut, on aura toutes les bonnes choses, et qu'on aura une bonne santé de Chaim.
La semaine de Parashat Chukat, et un des Shabbatot, fabriqué de Parashat Chukat, le plus fort qui en rapport avec la France, c'est le Shabbat Parashat Chukat Balak Tafshin Tet. Ça tombait le Bet Tammuz, tombait Shabbat Parashat Chukat Balak. Et à la fois c'était soit le jour même, ou juste avant, ou juste après, le 14 juillet, le bicentenaire, le 200 ans. Bicentenaire, voilà. C'était le bicentenaire du 14 juillet, c'était un moment important en France. Et ce Famreg, il est bien connu pour le mot spécial qu'il aurait bien dit, il parlait au français de ce Famreg. Par rapport à la France, à la révolution française de Mariuta, ça va dire la grande révolution française. Et il y a quelques histoires très intéressantes qui liées aussi chez ce Famreg. Je vais vous dire que on a entendu ça ici à la Choule, c'était un Famreg, quelque chose de très spécial. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce Shabbat, on dit parler de France, on dit parler de français, le Rabbi Shlomo Amena? C'était parce que, comme c'était le bicentenaire, alors, il y avait le groupe de l'Ézéi, les pirateurs israéliens. Éclaireurs israélites de France. Éclaireurs israélites de France, voilà. L'Ézéi, qu'ils avaient un certain voyage à New York. Et on a demandé, ils étaient de Toulouse, on a demandé à Chénère pour aller à Toulouse. L'oncle à mon père, qui s'était ce bac, on connaisse, il a demandé de les accompagner. Il me racontait ça. Alors, il était avec eux, ils s'en occupaient d'eux, alors il fallait, ce n'est pas au début, il ne faut pas, finalement, il a voyagé avec, pour les aider, pour passer un Shabbat chez le Rabbi. Un Shabbat de sincérité. Il ne savait pas que le Rabbi va parler de la France, parce que c'est ça. Mais, passer le Shabbat chez le Rabbi. Et le Rabbi, alors il les a fait une place pour qu'on appelle la pyramide, en face du Rabbi. En face, il a mis toute une rangée vide pour ce groupe de pays, le seul groupe-là qui est venu pour le Rabbi. Et pendant ce Famreg, alors, le Rabbi parle, on lui raconte, c'était avec le temps, il ne comprenait pas, alors il parle en yiddish. Alors avec le temps, ils commençaient à partir avec leur sortie dehors, ils appelaient comme ça dehors, et ça se vidait un petit peu, ils se rangeaient en face du Rabbi. Et il était là-bas, bien sûr, lui, il va pas sortir. Il était en train de discuter dehors. Et là, après, le Rabbi commence, le Rabbi regarde, le Rabbi commence à, je ne sais pas s'il commence à parler en français, mais il commence à parler de français, de ce groupe. Alors tout de suite, il a compris que c'est mal, tout de suite, il est sorti pour le chercher, il les a ramenés tous, les amis sur place. Et entre-temps, le Rabbi parle. Je ne me rappelle pas exactement le scénario, il faut qu'on rencontre la scénario, comment c'était, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après. Mais le Rabbi a parlé
le Rabbi a parlé de la France, le Rabbi a parlé du fait que c'est 200 ans depuis la Révolution. Le Rabbi a parlé du fait que maintenant se fait la révolution positive. La révolution positive, et qui est reliée avec la dérivation. Le Rabbi a dit quelques mots. Le Rabbi a commencé à leur parler en face, comme ça en français, et leur dire qu'ils passent le message, le Rabbi, ils passent le message là où ils sont en France, que toutes les choses d'Alevé, depuis l'Aleph, jusqu'à Tiferet, tout doit être consacré à Chai Olamim, tout doit être donné à Hachem. Et après, c'est intéressant que la Sikha a été corrigée par le Rabbi, c'était déjà un peu. Alors c'était mentionné qu'il y avait quelques mots en français. Alors il y a écrit là-bas qu'il faut passer, on dit le message au traduit Messer. Le mot Messer, c'est le message. Le Rabbi a effacé, le Rabbi a écrit message, message. Comme ça, le Rabbi a. C'est pour ça que dans ça, la Sikha, tu ne peux pas manquer. Et le Rabbi a commencé lui-même chanter à derrière le Rabbi a chanté pendant quelques secondes et après seulement on tombe sur le lit. Et je ne sais pas, mais c'était des Satans qui étaient là. Et c'était un moment très spécial. D'accord. Ce qui est très intéressant, j'ai entendu deux autres histoires concernant ce Shkabrein de deux personnes qui ne se connaissent pas du tout. Mais tous les deux ont eu un moment privé avec le Rabbi de ce problème. Et bien, je ne vais pas pratique. On a fait que, une fois ici, Shabbat à la Choule, on a entendu cette histoire. La première, c'est mon oncle. J'ai un oncle qui habite en Israël. Et lui, il était un parfois, il était dans la Kouta, il était son ami, il était chez le Rabbi, après la Yeshiva, Tam Shimonet. Maintenant, lui, c'était un parcours massidique et tout. Et il avait un mariage de sa sœur, Israël, le jeudi. Le jeudi avant le Beth Amos, 8 Amos. Maintenant, d'un côté, il faut aller au mariage, quand même, c'est ça. De l'autre côté, il ne va pas rater Shabbat. Shabbat, le Beth Amos, comment il aura fait? Il ne va pas rater, je ne comprends pas. Comment faire? Alors, il a décidé qu'il va prendre, aujourd'hui, ça se fait comme ça facilement, mais à l'époque, c'était considéré en folie, de prendre l'avion le vendredi tout au matin. 6 heures du matin, le premier vol qu'il avait vendredi pour aller, il était très bien. Alors, depuis le mariage, directement, il n'a pas eu longtemps pour passer la nuit, il est passé à l'aéroport, et il rentre dans l'avion tout à l'heure pour cracher. Donc, il va, on parle d'Alef Tammuz, c'est de d'Alef Tammuz. C'est planétaire, c'est juillet, 10 juillet, 12 juillet. Et avant d'arriver, on a dit, il y a brouillard. Brouillard en plein été, ou je peux le brouillard en plein été, mais il y a un brouillard en New York, on ne peut pas atterrir. Il faut aller à Boston. Il s'est dit, arrivé, ça commence à être un peu stressant. Et les kids, ils arrivent, ils vont à Boston, maintenant il fallait attendre là-bas jusqu'au moment qu'ils étaient prêts. Maintenant qu'ils étaient prêts, c'était déjà très tard. Alors il a commencé à dire, ok, je dois descendre l'avion, je ne peux pas. Alors il est parti voir, le pilote lui a dit, ok, je sais, les juifs, vous avez un problème avec le soleil, je te promets, je te promets que vous êtes là avant le soleil. On va arriver à New York, pas de problème. Ok? Finalement, toute l'histoire, il arrive à New York, il atterrit mamash avant le soleil, mais pas beaucoup. Et Kitzer, il se trouve à Kennedy, et le Shabbat rentre. Il a ses affaires, maintenant, quoi faire maintenant? Ok, il a trouvé une solution. Oui, bon, mais la solution qu'il a trouvée, c'est un taxiste. Et il a voulu lui expliquer tous les deux pour le anglais. Il a lui expliquer que voilà, il doit arriver à Crown Heights. C'est une scène qui se parle pas, en maison de tel et tel, de sa famille à lui. Mais il ne peut pas aller à la voiture, il ne peut pas monter. Et il a monté son sac. Et il est marché avec lui. Il est marché avec lui, de 5 km/h, je ne sais pas. Tout le monde, c'était déjà très tard la nuit, l'autre il a accepté, il m'a dit je te donne après, je prends l'argent, il m'a offert de l'argent, je prends ce qu'il veut. Il a fait cette affaire, et il a fait avec lui le prix, et il a commencé à marcher comme ça, tout doucement, il marche depuis Queens.
Ça avait pris des heures et des heures. Et 2 ou 3 heures, comment ça m'a dit, quelle année? Maintenant, au milieu de le chemin, il a trouvé ses amis à lui, les Bachourim. Un de ces Bachourim, c'est le Rav de Kol Chabad aujourd'hui, c'est un peu Ashkenazi. Il est venu, il savait qu'il devait venir. Alors, il a compris que ce qui se passe, et on a tout le chercher pour lui montrer le chemin. Ils se sont retrouvés ensemble, ils ont pris le même chemin, déjà un miracle. Ils ont pris le même chemin, ils se sont retrouvés là-bas. Et alors, il a envoyé son taxiste à l'adresse de tel maison. Là-bas, la personne ne savait pas ce qui arrive. Un gars qui vient avec le sac, et il prend telle somme d'argent et le reste se laisse. Il quitte ça. Finalement, c'est bien fini, et ils arrivent aux 3 heures du matin, je ne sais pas à quelle heure, ils arrivent à il arrive à New York, il arrive à Saint-Denis, bon, il se trouve là-bas, il se retrouve là-bas le Shabbat. Ok, il est arrivé pour le Shabbat, mais il est arrivé pour le Fabring. C'était un Fabring extraordinaire, c'était un Fabring avec la terre de Mouna, le Rabichon, le français, tous les guillouis. Mais il était très très brisé à l'intérieur. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il a fait, c'était bien, c'était pas bien, c'était pas la meilleure chose à faire. Peut-être qu'il ne fallait pas le faire, peut-être qu'il ne fallait pas venir, ou peut-être qu'il ne fallait pas prendre l'avion, qui sait. Il était un grand parachora. On comprend, il était très gêné, comme ça, il était vraiment rempli. Après avoir fait ça, après il y a certains qui lui disent, mais comment tu as fait ça? Et à la fin, tout à la fin, il faut prendre. Après, tous les guillemets, c'est imprimé à Torah Tanachem, c'est extraordinaire. Le rabbi dit la chose suivante. À la fin de Fabring, le rabbi distribue mashke, des bouteilles de mashke pour ceux qui font des Fabring et des choses. Le rabbi demandait de chanter un nouveau Aderet Faimuna, chez Ibanem et Damigdash, comme tous les Fabring. Et à la fin, le rabbi dit la chose suivante. Il y a ici des invités qui écoutent d'Eretz Israël, qui doivent aussi lire le Chaim. Et il ne faut pas oublier que venir à l'Eretz Israël, il faut avoir un éther pour aller à l'Eretz Israël à Fossaïs. Alors dit le rabbi, d'avoir les bracha, Israël bénisse, qui sont venus au Chag HaGeula, à l'archive, le Beth HaMedrash, du Baal HaGeula, d'avoir les bracha, qui sont bénisses, qui sont venus. ובכל אופן, אם ישנם כאלה שיש להם ספקות המבלבלים, s'il y a certains qui ont des doutes, des questions et des doutes, alors ils débattent à Sfekot, que toutes ces Sfekot vont être annulées en disant les gens ils vont pas des goûts. Comme ça, à qui le rabbi parlait encore, on ne sait pas. Mais le rabbi parlait à quelqu'un qui vit dans Israël, qui a des Sfekot amebelbelim, qui dit les Chaim. Maintenant, il a ressenti que le rabbi lui parle de manière directe. C'était pas juste son histoire. C'était son Shabbat. Alors, on voit, on a parlé de ça ici à la Shabbat. Il y avait ici une personne, certains ici, de qui on parle. Une personne qui habite pas ici. Il habitait ici à l'époque, maintenant il habite en Eretz Israël. Et il était très proche du rabbi, très proche de Lubavitch. Avec le temps, il s'est éloigné un petit peu. Et on lui a parlé, il a commencé à raconter son histoire. Parce que lui, il ne connaît pas ce qui se passe, il ne connaît pas le format. Il ne sait pas de quelle date c'est. Il me raconte l'histoire sur moi, j'étais très souvent chez le rabbi. Alors, il y avait une fois, c'était en été, je dis à mon frère, viens, je t'amène chez le rabbi. Et je t'amène chez le rabbi, moi je connais tout le monde, je suis comme chez moi là-bas. Comment faire? Alors il dit, jamais mon frère, c'était en été, je ne sais pas. Je viens, il lui raconte son histoire, il ne connaît rien du tout. Je viens là-bas, je rentre, et je réalise que j'ai venu en retard. Alors il vient, je me pousse comme ça derrière, tout au fond des services qui étaient au Marat. Je me retrouve, je ne vois rien, j'entends rien. Je suis très gêné, je voulais vous montrer à mon frère comment c'est tout. Et je commence à demander aux autres qui me donnent un petit verre de l'Echaim. Il dit, mais personne ne m'a vu. J'ai rien reçu, je l'ai eu. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à dire, j'ai commencé à demander à Bat Israël. Personne m'entend, encore en français qui crie. Comme ça. Il dit, j'étais tellement gêné. Il dit, t'étais un coup. J'entends le rabbi commence à parler en français. Maintenant, il sait, lui, il a aucune idée de ce qui se passe. Lui, il pense, le rabbi me regarde, le rabbi commence à parler en français. Pour ceux qui louent la France, qui disent le Chaim, qui chez le rabbi commence à me renseigner. Et le rabbi me dit, il y a le Chaim. Et tout de suite, 10 millions de verres qui tombent sur lui. Je dis, le Chaim, le rabbi,
croyais pas, on ne comprenait pas, le rabbi me parlait. Maintenant, lui, il ne sait pas. Je lui demande, c'était peut-être 14 juillet, c'était 89. 14 juillet, je ne sais pas, mais c'était 89, oui. C'était juillet. Ah oui, c'était 14 juillet, c'était la centième. Oui. Maintenant, ça veut dire qu'il attendait sur le temps vrai, que le rabbi parlait. Alors, on peut dire, oui, il s'est trompé, il a pensé que le rabbi parlait, lui, le rabbi parlait aux autres. Mais maintenant, c'est pas tout. Le rabbi, c'est incroyable que sans même Shabbat, le rabbi parle à tout un Israël, le rabbi parle de la France, le rabbi parle au groupe des pays, en même temps, le rabbi se découvre de ce petit français qui est regardé d'accord avec lui. Il ne savait pas de quoi il s'agit. Le rabbi se découvre de lui. Lui, il est sûr que le rabbi, Bishvili, il parle à le rabbi parle à moi, et il a raison, le rabbi parle à lui. En même temps, le rabbi parle aussi. Et à la fin, le rabbi se découvre d'un parcours qui est venu de manière un peu. Le rabbi dit que ça se fait que les failles, que ça se fait. Et tout se passe au même Shabbat. Et ceux qui étaient tellement à Shabbat, ici, on était regardés ici, le Rambam est venu ici, le Shabbat après, on raconte cette histoire, le Rambam est venu ici, il est passé Shabbat ici. On lui a dit, vous connaissez, il a commencé à parler, ah, c'est toi, on rappelle, il y avait quelqu'un derrière. C'était un machin là. Mais pour dire que le rabbi, c'est le rabbi de chacun, c'est pas seulement le rabbi de l'âme Israël, le rabbi, c'est le rabbi de l'âme Israël, le rabbi de chacun de nous. Et même au moment que le rabbi parle à tout le monde, en même temps, le rabbi parle à moi, il parle à chacun, et le rabbi répond à la question de la marche là de chacun. C'est comme ça. Avant Gimel Tammuz, parce qu'on pouvait croire que le rabbi militait avec le corps, alors aujourd'hui, après Gimel Tammuz, il n'y a pas de doute que toutes ces limitations du corps n'existent pas. Et chacun qui le rabbi, qui va chez le rabbi, pose son rabbi, il reçoit la bracha, et la réponse du rabbi de manière personnelle, créative, et sauf qu'il est cadre avec le mérite. Au revoir avec le rabbi très prochainement. Chaim. Alors, on va prier encore un minimum après. On va demander à notre cher ami de longue date, un rabbi qui va dire quelques mots pour être mishtatel, pour participer à la Géoula du rabbi. Moral Rabotai, d'être aujourd'hui avec vous pour célébrer le Yortzai du Rabbi, c'est un cadeau gâteau que j'ai jamais eu d'Alphagal. Mais j'ai eu la chance ces dernières semaines, parce que j'étais en Israël, j'étais au Rav, que je vais partir pour le mariage du fils de Binyamin Netanyahu, qui avait déjà été décalé une première fois. Et vous savez que chez les Ashkenazim, les Shabbat, on monte à la Torah, c'est avant le Shabbat. Donc il y a eu un Shabbat Khatan. Et il est arrivé à 8h du matin. Il a été la tfila de Aleph à Taf. Il est monté à la Torah, son fils a fait l'Aftara, Alvar Torah d'1h30. Après, je suis rentré chez lui à la maison et j'ai rien senti. Je l'avais vu encore la veille avec le Baruch Hashem. Je peux vous dire que lui-même a dit, c'est Bessiarta d'Ishmaël. Et vous savez que le bébé a un attachement très particulier pour le rabbi, mais c'est sincère. Dans son bureau, il y a très peu de photos. Il y a des photos de son père, il y a des photos de sa femme, de ses 2 enfants, et la photo du rabbi, et de lui. Chacun connaît, je rappelle avec le Rav, qu'il a dit tu seras tout seul dans une enceinte de 119. Et Baruch Hashem, on vit aujourd'hui Chedé Mashiach. On voit aujourd'hui les prémices du Mashiach. J'ai vu, moi je ne pourrais pas le dire, mon frère est Dayan, moi je suis un Amaharet sur la Torah, mais les commentaires du Ramchal sur tout. Vous avez le sentiment tout Suzu qui m'a époustouflé. Et on vit des choses incroyables. Ces choses-là, le rabbi les avait tous vues et prédit Baruch Hashem. Alors aujourd'hui, c'est que on n'a pas eu un grand rabbi. Le rabbi, c'est devenu vraiment le rabbi de nous tous. Moi, je ne suis pas rabbin, mais de partout. Le rabbi aujourd'hui, c'est le rabbi du peuple juif. Écoutez, Boaz Bismuth, un Chaver Knesset, que certains d'entre vous connaissent, il a mis un poste sur lui. Il n'y a pas eu Loïa Eloïe. On dit que devant Moshe Rabbeinu, de notre génération, c'est réellement le rabbi qui a donné cet élan au peuple juif. Vous savez, lorsqu'on va n'importe où, on ne cherche pas l'ambassade d'Israël. On cherche le travail. Ça, c'est pas moi qui le dis. Tout le monde a cette erreur. Aujourd'hui, vous savez, hélas, on sait que la Sinat Chinam,
a été responsable de la destruction des 2 bataillons, justement. Et là, ça a été un des problèmes plus grands dans notre problème, contre les Romains, encore une fois. Il s'agit des élèves de Rabbi Akiva. C'est invraisemblable, il s'agit de Rabbi Akiva, qui était à l'époque, encore une fois, national. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, moi, ce qui me fait pas peur aujourd'hui, c'est pas du tout l'égoïsme ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est entre nous. Aujourd'hui, savoir que certaines personnes, ce qui s'est passé dans le Rav, on a une nouvelle extraordinaire. Vous savez que le Rosh Shabbat, aujourd'hui, c'est le Hanouzini. Vous connaissez très bien, enfin, en tout cas, moi, j'ai très bien connu le grand-père, le père qui m'a, et l'oncle qui m'a été mon matériel. Et je veux vous montrer, mais je ne veux pas que ce soit filmé, mais lorsque Bibi de la Shiva de... Ah non, alors je vais raconter après. C'est des petits détails, voilà. Baruch Hashem. Et donc, je ne veux pas être long, je suis venu pour prier vite, et Baruch Hashem, Philippe, organiser tout de suite à l'Inyan. Vous faites un travail extraordinaire. Vous illuminez le peuple juif, vous faites vraiment votre plaisir, c'est de mettre Philippe, faire des mitzvot juifs, c'est unique au monde. Et aujourd'hui, vous allez ramener des dizaines, des centaines de milliers, Baruch Hashem, de juifs à la Torah, avec Ahava, avec, dans la continuité du Rabbi, que ce srout d'Agen à l'âme Israël, que vraiment le Mashiach arrive, c'est un bonheur je veux évoquer la mémoire aussi de ton père, Zecher Tzadik le Rav Moué, qui a pris le mouvement, qui était de rien, qui a pris cette mission de Rabbi, et qui a fait aujourd'hui que le parti Lubavitch, Chabad, en France, comme partout dans le monde, en particulier ici, fait briller la Torah, fait briller les mitzvot, fait briller le peuple juif, fait briller l'Eretz Israël, Beshle Mouta, l'Ovachim, un centimètre carré de l'Eretz Israël, Badarom, Batsafon, Bamizrach, les Hashem, c'est aussi une mission extraordinaire. Et voilà, j'ai un honneur, je voudrais pas en dire plus, puisque on est là pour faire des livres de Torah, mais je ne suis pas du tout encore. Mais même si on voit dans la paracha qu'on va passer encore une fois, encore Korach aussi, qui était sans doute le Lévi Gadol, encore une fois, qui était une fois encore une Sinakrinam, etc. Donc, disons, ma crainte la plus absolue aujourd'hui, c'est au sein de nous-mêmes, et ça, ce que vous faites, vous, la vague Israël, la route Israël, qui existe aujourd'hui sur le Mont Chabad, est unique au monde, et Bezrat Hashem, et Markot, רק בשמחות ואולי אפילו בקרוב מאוד ביאת המשיח. Merci beaucoup et on nous souhaite beaucoup de nachat de ses enfants, de la famille, en sachant que dans la veilloute de sa maman, alors elle prie pour nous tous et c'est certain que vu qu'il fait des dynamiques ici, ça lui porte beaucoup de bonheur. Alors avant de conclure, je voudrais juste rappeler tout le monde que nous sommes réunis aujourd'hui pour Giv'at Tammuz. Et c'est un jour de réflexion, c'est un jour de renforcement, c'est un jour qu'on doit rajouter dans l'étude de la Torah et des mitzvot. Et c'est un jour qu'on doit faire extraordinaire des efforts pour Avat Israël, que le Rabbi aimait chaque juif qui voulait le voir, il aimait, il lui parlait que des choses qui sont positives, et il lui parlait que des choses qui peuvent être encouragées à faire, chacun sur son niveau, comme on sait très bien, comme on l'a expliqué longuement ce soir, que chaque juif a besoin de faire des efforts, et aussi on a le devoir d'en parler autour de nous, et parler à nos enfants, à toute la famille, la grandeur et la puissance du Rabbi. Et comme ça a été dit tout à l'heure, que dans le monde entier, les Botei Chabad, ils sont des maisons d'accueil pour chaque juif qui se trouve pour une bonne occasion, qui se trouve pour une occasion difficile. Alors ça, c'est la maison d'Avraham Avinu, ça c'est la maison le premier Beit Chabad qui a été créé par Avraham Avinu. Et que Dieu fasse qu'on pourra toujours tout voir, tous les brachot se concrétiser. Immédiatement,